Moi, je suis Patrick Daoud, hein, je travaille en animation néonatale à Paris. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite, hein, puisque l'idée, c'est de passer assez vite là-dessus pour pouvoir se concentrer ensuite sur l'aspect pratique. Donc, juste pour rappel, hein, les objectifs de la ventilation mécanique, c'est de suppléer à la défaillance ventilatoire, hein, lorsque le système n'est plus assez efficient pour permettre l'élimination de CO2, et d'assurer l'oxygénation, hein, quand on ne peut plus le faire avec des moyens non invasifs. Assez rapidement là-dessus. Donc, pour bien qu'on comprenne un petit peu le fonctionnement et les principes, hein, si on veut modéliser le système respiratoire, le modèle qu'on utilise le plus souvent, c'est celui-ci, hein, où on le décompose en un système résistif, qui est le système en fait de conduction des gaz, et un système compliant, qui est la zone d'échange pulmonaire et le tissu conjonctif de soutien. Ce système résistif, on va vite voir qu'en pathologie néonatale, finalement, il a peu d'importance, puisque en dehors de cas très particuliers, malformatifs ou sténose congénitale, finalement, il va peu impacter la ventilation. Quand même, il faut que vous sachiez que ce système résistif, il va être responsable de ce qu'on appelle une perte de charge, c'est-à-dire que la pression qu'on va appliquer à l'entrée, en l'occurrence de la sonde d'intubation, sera inférieure à la pression donc au-delà du système, donc à l'arrivée donc dans le système d'échange, et que cette perte de charge, elle est le résultat de deux éléments, la résistance et le débit. Donc plus la résistance est élevée, plus le débit est élevé, plus cette perte de charge est importante. Donc c'est pour ça qu'en néonatologie, on essaye de travailler avec des débits qui ne sont pas trop élevés. Hein. Vous savez qu'on travaille entre 5, 6, 7, 8, 9 litres par minute pour éviter qu'il y ait trop de perte de charge et surtout pour éviter qu'on passe en flux turbulent. Parce que quand on passe en flux turbulent, les résistances augmentent. Cette résistance, donc, elle est liée à la géométrie des conduits, hein, elle est proportionnelle à la longueur et au rayon au carré. Et donc là encore, elle est relativement importante puisqu'on utilise d'abord des sondes d'intubation de petite taille qui vont générer une résistance importante. Aux conditions d'écoulement, on l'a vu, il faut vraiment s'efforcer de ne pas augmenter trop les débits. Alors il y a des débits comme le SLE qui est fixé à 8 litres par minute. Et on verra que de toute façon, l'augmentation du débit, quand on fait de la ventilation néonatale, a très peu d'influence sur l'augmentation du volume courant. Donc ce n'est pas forcément très utile. Et puis elle est liée aux propriétés physiques du gaz. Donc plus important, donc, c'est la compliance. Alors la compliance, hein, vous savez que par définition, c'est la capacité qu'a un système à se laisser distendre. La courbe pression-volume classique, hein, c'est celle-là. Hein. Vous avez ici les volumes, ici la pression. Et dans une première partie, donc, vous allez augmenter la pression. Et le modèle le plus habituel, hein, c'est le modèle du ballon de baudruche. Quand vous allez souffler dans un ballon de baudruche, vous allez créer, en mettant de l'air dans le ballon, ce qu'on appelle une interface plastique liquide, en l'occurrence air liquide. Et cette interface va créer une force de tension superficielle qui va contribuer donc à ce qu'on appelle des forces de rétraction qui vont avoir tendance à faire s'affaisser le ballon. Donc vous allez souffler, augmenter la pression, peu l'augmentation de volume. Et puis un niveau de pression qu'on va appeler la pression d'ouverture, vous allez avoir ensuite une augmentation très régulière du volume, en appliquant une pression qui ne sera pas forcément très importante. Et puis à partir d'un moment où vous serez arrivé au volume maximal que pourra tolérer le système, si vous continuez à augmenter la pression, le volume n'augmentera pas. Et par contre, ce qui risque de se passer, c'est que ça pète. Hein. Voilà. Et donc vous voyez que la compliance est définie par le volume généré par la pression. Et donc, l'idée, bien entendu, hein, comme on travaille en ventilation en pression chez le nouveau-né, on va générer une pression entre la pression expiratoire positive et la PPI. Et cette pression va générer un volume courant. L'idée en ventilation néonatale étant maintenant, si possible, de ne pas ventiler, en tout cas quand on les ventile de façon invasive avec un niveau de pression le plus faible possible. Bien entendu, vous voyez que si on veut ventiler avec le niveau de pression le plus faible possible, il faut se placer dans la zone de meilleure compliance. C'est un deuxième avantage, c'est que ça vous permettra donc à chaque cycle d'avoir un recrutement au cycle suivant qui sera de bonne qualité. Si vous descendez en dessous du point d'inflexion, d'une part,
vous allez générer un volume qui sera très peu important. Et d'autre part, sur le cycle suivant, le temps que les alvéoles se rouvrent, sur le temps inspiratoire fixé, vous aurez une augmentation de volume qui sera encore moins importante et progressivement, vous aurez votre poumon qui va s'atelectasier progressivement. C'est pour ça que si on travaille dans cette zone, on est dans la zone d'atelectotrauma. Et donc bien entendu, c'est pour ça que quand on fait de la ventilation mécanique, on ne revient jamais à une pression zéro, on revient toujours à une pression expiratoire positive, alors qui va varier, on verra ça tout à l'heure sur l'exercice avec le niveau de pathologie qu'on a. L'idée étant de jamais descendre sous ce point d'inflexion. De même, et on verra que c'est un élément fondamental, la surdistension que vous allez générer si vous travaillez au-delà du point d'inflexion supérieur est très délétère. Elle est délétère non seulement au niveau respiratoire, puisque vous allez créer ce qu'on appelle une hyperinflation dynamique. Et la deuxième chose, vous allez augmenter l'espace mort, ce qui fait que la rétention de CO2 va augmenter. Ça aura des conséquences hémodynamiques droites, ça augmente la résistance vasculaire pulmonaire. Donc dans les situations de détresse respiratoire en phase d'adaptation, vous pouvez faire basculer votre bébé en hypertension pulmonaire. Ça a aussi des conséquences sur l'hémodynamique gauche, parce que vous allez avoir un collapsus veineux, une diminution de retour veineux gauche, une diminution de volume d'éjection systolique, voire du débit cardiaque avec une chute de pression artérielle. Et puis, ça a des conséquences sur l'hémodynamique cérébrale chez les bébés les plus prématurés avec des risques d'hémorragie cérébrale. Donc vraiment, il est fondamental de toujours travailler dans cette zone. À partir du moment où on a défini donc une résistance et une compliance, donc on peut définir ce qu'on appelle la constante de temps, qui va caractériser au mieux le système respiratoire auquel on a affaire. Et cette constante de temps, donc, c'est la résistance fois la compliance. Et donc, cette constante de temps permet de définir le temps optimal pour remplir le poumon. Et on estime donc que pour remplir correctement un poumon, il faut 3 constantes de temps. C'est important parce que cette constante de temps, finalement, vous voyez tout de suite qu'elle va vous permettre de définir vos temps. En particulier votre temps de remplissage, donc votre temps inspiratoire. Quand vous allez travailler donc en ventilation cyclée sur le temps, vous allez régler un temps inspiratoire, mais ce temps inspiratoire, vous n'allez pas le régler de façon identique en fonction des situations. Vous allez, a priori, on verra ça tout à l'heure, le régler en fonction de la constante de temps, dont on se rappelle que c'est la résistance et la compliance, mais la résistance, dans la très grande majorité des pathologies néonatales, de toute façon c'est une constante qui est associée au système de conduction, au tube, au système bronchique et trachéal. Et donc, elle va dépendre essentiellement de la compliance. Ce qui veut dire que quand vous avez une pathologie à compliance élevée, je pense par exemple à des enfants qui font des asphyxies périnatales, que vous ventilez mais qui n'ont pas de pathologie pulmonaire, ces enfants ont des compliances très élevées. Donc a priori, on aura tendance à mettre un temps inspiratoire plutôt long. Voilà. Si vous prenez en charge un enfant qui a une maladie membrane, qui par définition a une compliance qui est effondrée, vous aurez une constante de temps qui sera courte et donc vous aurez tendance à régler un temps inspiratoire si vous travaillez en ventilation cyclée sur le temps court. C'est très important parce que ces réglages du temps, quand vous les optimisez, vont pouvoir vous permettre, s'ils sont bien réglés, de gagner en volume sans augmenter les pressions. Rapidement, donc, quels sont les déterminants de l'élimination de CO2 ? Donc, en physiologie respiratoire, c'est la ventilation alvéolaire. Donc, la ventilation alvéolaire, c'est la fréquence fois le volume courant moins le volume de l'espace mort. Et en ventilation mécanique, c'est la ventilation minute, c'est-à-dire la fréquence fois le volume courant. Ce qui veut dire qu'avec cette équation, dans la grande majorité des cas, vous pourrez optimiser votre ventilation. Si votre enfant est hypercapnique, vous allez augmenter la ventilation minute, augmenter la fréquence ou augmenter le volume courant. L'augmentation de la fréquence, on verra qu'il faut faire très attention à certaines règles rapidement, parce que enfin bref, on verra ça tout à l'heure. Et puis, si vous avez un enfant qui est hypocapnique, c'est le contraire. Vous ralentirez le respirateur ou vous diminuerez le volume courant. Ce qui va influer sur le volume courant, c'est plusieurs choses. La première chose, on l'a vu, c'est bien entendu la différence entre la pression expiratoire positive et la pression inspiratoire positive, le delta P, qui en fonction de la compliance va générer un certain volume courant. Le débit, on a vu qu'il a finalement peu d'influence
sur le volume courant. Plus vous allez augmenter votre débit, mais on a vu qu'il ne fallait pas trop l'augmenter, plus la vitesse d'augmentation de la pression va être rapide, et donc plus vous allez gagner 1 en volume courant, mais c'est vraiment très marginal. Vous allez gagner 4-5% de volume courant, donc ce n'est pas quelque chose qui est très important. Et puis les temps, ces temps qui vont dépendre de la constante de temps, si vous les réglez bien, donc ils vont pouvoir vous permettre d'optimiser le volume courant sans avoir besoin, dans un certain nombre de cas, d'augmenter les pressions, ce qui est toujours ce qu'on cherche évidemment quand on ventile des bébés prématurés en particulier. Les déterminants de l'oxygénation, le déterminant essentiel, donc, c'est le volume pulmonaire. Et vous savez, hein, c'est le concept de recrutement, donc comme disent les anglo-saxons, open the lung and keep it open. Quand on recrute un poumon peu compliant, il faut vraiment se garder de le dérecruter, puisque si vous le dérecrutez par exemple en décobant trop souvent un enfant pour l'aspirer, ben, vous allez avoir un volume qui va pouvoir descendre en dessous du point d'inflexion inférieur et vous aurez bien du mal à le re-recruter. Re-recruter un poumon peu compliant après un dérecrutement, c'est toujours très difficile. Donc là, il y a des règles, effectivement, dont on pourra parler de façon plus précise tout à l'heure quand on sera sur l'atelier. La FiO2, évidemment. Et puis, dernière chose, hein, on se rappelle toujours qu'on travaille chez des nouveau-nés, qui peut être en circulation transitionnelle dans les premières heures. Et si vous avez des gaz qui rentrent dans les alvéoles, mais si vous n'avez pas de débit, parce que vous avez une hypertension pulmonaire, vous aurez une hypoxémie. On en a parlé largement hier. Donc voilà, là encore, c'est assez simple. Quand vous avez une situation d'hypoxémie, où c'est un effet shunt, parce que votre poumon n'est pas recruté, mais ça, vous avez un certain nombre d'éléments pour pouvoir l'évaluer, ou alors c'est un shunt extrapulmonaire, parce que vous avez quelque chose qui s'oppose au débit pulmonaire, qui peut être ou une hypertension pulmonaire, ou un obstacle dans le cas d'une cardiopathie congénitale. Donc finalement, vous voyez, c'est assez simple. Des choses dont on se sert en physiologie pulmonaire. Sur les déterminants de l'élimination de CO2, c'est la ventilation alvéolaire, la fréquence de volume courant. Donc on va pouvoir régler avec des temps correctement réglés et des pressions, en essayant de les limiter au maximum. Et puis sur les déterminants de l'oxygénation, essentiellement le recrutement alvéolaire. Et puis en pensant toujours, bien entendu, hein, que dans certaines situations, on peut avoir des problèmes de débit. Donc, on travaille en pression. Ici, vous avez la courbe de pression avec la pression expiratoire. Et puis, au début du cycle, vous allez avoir une augmentation rapide de la pression avec un plateau qui sera maintenu pendant tout le cycle avec une pression constante. Et puis, fin du cycle, expiration. Et ici, vous avez des courbes de débit. Donc début du cycle, vous avez une augmentation rapide de la vitesse du débit inspiratoire et ensuite la vitesse du débit va diminuer. Le débit est dit décélérant. Élément très important, et ce qui va nous aider à régler les temps, c'est que avant que l'expiration débute, qui va débuter ici, vous voyez que vous allez avoir une diminution de la vitesse qui va être minimale au début du cycle expiratoire. Avant que l'expiration ne commence, il faut absolument donc que la vitesse du flux soit revenue à zéro. Et ça, c'est un des meilleurs indicateurs, sous certaines conditions, en particulier qu'il n'y ait pas trop de fuite, on verra ça tout à l'heure, qui va vous permettre de régler au mieux votre temps. Et autre élément important, ici vous avez la vitesse expiratoire, et vous voyez qu'elle va être minimale au début du cycle, et puis ensuite ça va augmenter progressivement pour revenir à zéro. Il faut absolument, avant l'inspiration suivante, que la vitesse soit revenue à zéro. Qu'est-ce qui se passe sinon? Voilà, tout à fait. Votre poumon ne va pas se vider. Si vous reprenez un cycle derrière, vous avez ce qu'on appelle l'autopèpe ou une hyperinflation dynamique. C'est-à-dire qu'à chaque cycle, votre poumon va augmenter le volume, avec toutes les conséquences de la distension dont on a parlé tout à l'heure. Donc, quand on travaille en pression, voilà, on a une pression qui est fixée, donc on va générer un volume courant et on va générer donc des débits donc inspiratoire-expiratoire. Si la compliance augmente, qu'est-ce qui va se passer? Les pressions sont constantes, donc la compliance augmente, donc par définition, hein, vous vous rappelez la courbe, le volume courant va augmenter. Deuxième chose, vous voyez que la vitesse maximale du flux va augmenter aussi.
Ça, c'est un élément important à intégrer quand on va parler donc, de ventilation cyclée sur le débit. On verra que ça a son importance. Quand la compliance diminue, bah, c'est le contraire. Le volume courant va diminuer et la vitesse maximale du flux va diminuer. Alors, maintenant on va parler, pour pratiquement terminer rapidement, donc sur la façon dont on va cycler. Cycler, ça veut dire qu'on va définir un début de cycle et une fin de cycle. Le début de cycle, aujourd'hui, vous savez qu'il est déterminé par le bébé. C'est le bébé qui va décider quand il a besoin d'être assisté. C'est ce qu'on appelle la ventilation assistée. Vous savez que pendant longtemps, on travaillait en ventilation contrôlée. Un des plus anciens dans cette salle ont connu ça. La ventilation contrôlée, on réglait le respirateur et le bébé pouvait respirer, puisque comme on travaille avec des respirateurs à début continu, il pouvait prélever un peu le volume courant. Mais c'était le docteur et la machine qui envoyaient à une fréquence déterminée, un temps respiratoire déterminé, des pressions déterminées, ainsi quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que ça pouvait créer ce qu'on appelle de l'asynchronisme. Et on sait aujourd'hui, c'est-à-dire que le bébé n'était pas d'accord, et il se battait contre le respirateur. Les anglo-saxons disent « baby was fighting against the ventilator ». Le terme est bon. On a démontré très vite que c'était délétère à la fois pour le poumon, avec une augmentation de risque de barotraumatisme, mais aussi, et essentiellement, chez les grands prématurés, c'était un facteur d'hémorragie intraventriculaire. Donc aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle une ventilation assistée, et c'est le nouveau-né qui va envoyer un signe, un trigger, c'est la traduction anglo-saxon, au respirateur. Et quand le respirateur va recevoir ce trigger d'une amplitude qui est supérieure à la limite inférieure qu'on a fixée, il va assister. Alors les triggers, rapidement, il y a eu, pour ceux qui ont connu l'Infant Star, la capsule de Gatsby, hein, qui est un système mécanique qu'on plaçait à la base du thorax, qui enregistrait donc les dépressions inspiratoires et qui envoyait le signal au respirateur, qui envoyait un cycle. Bon, c'était pas très fonctionnel, hein, puisque ça avait une sensibilité de 60%. Donc une fois sur deux, effectivement, ça ne marchait pas. Et donc du coup, ça a rapidement été abandonné. Ça, ce sont des stratégies qu'on utilise en expérimentation aujourd'hui. Donc les techniques qu'on utilise le plus, c'est les capteurs en débit ou volume. C'est pour ça qu'on place la pièce de pneumotac à la sortie du respirateur, à la sortie de la sonde d'intubation. Elle est ici, vous voyez. C'est très important quand on fait de la ventilation néonatale qu'il soit en sortie de tube. Pourquoi ? Parce que ces petits bébés vont générer des volumes et des débits qui sont très peu importants. Et donc, si, comme ça, on le fait en ventilation chez l'enfant plus grand ou chez l'adulte, on place la pièce en bout de circuit, jamais elle ne pourra enregistrer la faible variation de volume et de débit qui va être induite par l'inspiration produite par le bébé, en raison donc, du volume de compression des gaz. Donc ça, c'est très important. Deuxième chose importante, il faut que la réactivité du système soit très, très, très courte. Les bébés ventilent très vite. Et donc, il faut que la réponse soit de l'ordre de la milliseconde, quelques millisecondes au maximum. Parce que si vous avez une réponse trop lente, on va dire, par exemple, si votre système répond au bout de 0,5 secondes, chez un bébé qui respire à 100 coups par minute, il aura le temps de déclencher une autre inspiration avant de recevoir le cycle qu'il a généré, qu'il a demandé antérieurement. Et donc, ceux qui sont plus utilisés, c'est les trigger en volume ou en débit. Hein, et l'idée, c'est de régler, on verra tout à l'heure, hein, le trigger au bon niveau. Pas trop élevé, pas trop bas non plus. Sur ce respirateur, comme beaucoup de respirateurs néonatals, c'est un trigger en débit. Et donc quand le bébé va prélever un débit qui sera supérieur au seuil qu'on a fixé, la machine va l'assister. Alors l'inconvénient de ces systèmes, hein, c'est qu'on ne peut les utiliser qu'en ventilation invasive, puisque pour qu'il y ait des volumes et des débits qui passent à l'expiration à travers la sonde, il ne faut pas qu'il y ait 100% de fuite autour. 100% de fuite autour, c'est quand vous faites de la ventilation non invasive. Parce que par définition, il n'y a rien qui sort. Et donc, si on veut faire de la ventilation non invasive en pression positive intermittente assistée, il y a une technique qui se développe actuellement, qui est la NAVA.
Je n'ai pas mis sur la diapo là. La NAVA, c'est la Nervous Assisted Ventilation. C'est un système dans lequel vous allez placer une sonde gastrique avec des capteurs électriques que vous allez positionner en regard des piliers du diaphragme. Et quand le nerf phrénique va se contracter quand le nerf phrénique va envoyer un signal au diaphragme pour qu'il se contracte, ce signal va être enregistré par ces capteurs électriques qui vont assister. Donc c'est très intéressant, hein. Il y a pas mal de données chez l'enfant qui commencent à sortir. Chez le nouveau-né, ça reste encore en phase d'évaluation, même s'il y a des données qui commencent aussi à sortir. L'intérêt de la technique, c'est qu'elle est du coup extrêmement sensible, et surtout, le signal d'assistance en termes de pression que vous allez envoyer va être proportionnel au signal électrique, donc on appelle ça l'EDI, on le règle en fonction de ça, que de la contraction phrénique. Et donc plus le signal électrique est important, ça veut dire plus il va réclamer une contraction phrénique importante, et donc à ce moment-là, plus l'assistance sera importante. Donc c'est assez physiologique comme technique. Donc pour les techniques de ventilation non invasive en pression positive, qui sont intéressantes dans une indication post-extubation en cas d'échec de CPAP, ce sera encore plus intéressant, effectivement, avec la NAVA. Actuellement, il y a peu de ventilateurs qui en sont équipés, en tout cas sur respirateur néonatal, il n'y en a que 2 qui en sont équipés. Mais bon, voilà, sachez que c'est quelque chose qui va continuer à se développer. Donc pour cycler, et on va terminer pratiquement là-dessus sur cette partie, il y a 2 façons de cycler. La première façon de cycler, c'est je détermine mon temps inspiratoire. 0,32, 0,33, 0,35, 0,40 en fonction de la situation. Et quel que soit le cycle, l'enfant va recevoir le même temps inspiratoire. Donc vous voyez tout de suite que c'est la technique la plus utilisée, parce que c'est finalement la plus simple. Mais si on veut être un peu obsessionnel quand on fait de la ventilation, ce n'est pas forcément la plus adaptée, parce que vous vous rappelez que ce temps inspiratoire va dépendre de la compliance, mais la compliance n'est pas fixe. La compliance, elle va varier de façon relativement instantanée. Il suffit que le bébé bouge un peu, tousse un peu, qu'il y ait des sécrétions pour que la compliance varie. Et donc si vous réglez un temps inspiratoire constant, quel que soit le cycle, ben, finalement, vous ne serez pas optimal sur le réglage de votre aspirateur. Néanmoins, c'est la forme la plus utilisée. Donc c'est pour ça qu'il peut être intéressant d'utiliser la ventilation cyclée sur le débit. C'est quoi le principe de la ventilation cyclée sur le débit? La ventilation cyclée sur le débit, ben, vous allez vous servir de votre courbe de débit. Donc vous vous rappelez que la vitesse sera maximale au début du cycle, et ensuite vous aurez une diminution de la vitesse. Et vous allez dire au respirateur, voilà, moi je veux que mon cycle s'arrête quand je suis, bon ici on a mis 40%, mais on verra que ce n'est pas les réglages qu'il faut utiliser, quand je suis à 40% de la vitesse maximale du flux, lors de flux décélérant. Et donc, augmentation de ma vitesse qui sera maximale au début du cycle, diminution de la vitesse, et puis quand je suis à 40%, hop, ça s'arrête. Et vous voyez tout de suite que l'intérêt du système, c'est que vous allez régler un temps inspiratoire qui va être un pourcentage, c'est-à-dire une variable relative. Cette variable relative va dépendre de la vitesse maximale du flux. Et vous vous rappelez, sur les cours qu'on a vu tout à l'heure, plus la compliance était élevée, plus la vitesse maximale du flux était importante. Si la compliance baisse, la vitesse maximale du flux baisse aussi. Et donc finalement, vous aurez une adaptation de vos temps inspiratoires qui va varier en fonction de la compliance instantanée, puisque la vitesse du flux maximal va varier aussi en fonction de la compliance instantanée. Donc, c'est une technique intéressante. La limite, on va... La limite, c'est celle-là. La limite, c'est que vous voyez que si vous réglez donc un arrêt de cycle trop précoce, vous allez générer un volume courant qui ne sera pas forcément suffisant. L'idée, c'est de régler une fin de cycle qui soit le plus proche de zéro. Sauf que c'est souvent pas possible pour une raison simple qui sont les fuites. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a trop de fuites? Voilà. Et si vous avez une courbe,
mettons que vous ayez 40% de fuite et que vous demandiez à votre respirateur, moi je veux que tu termines mon cycle quand je suis à 30% de la vitesse maximale. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Il va se passer que, comme vous avez 40% de fuite et que vous avez demandé de régler à 30%, le respirateur ne verra jamais passer les 30%. Donc le risque théorique, effectivement, c'est que le cycle ne s'arrête jamais. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, puisque de toute façon, sur tous les respirateurs, vous allez régler une ventilation de secours minimale, hein, quand vous allez régler votre respirateur, et ce qui est une ventilation qui est cyclée sur le temps. Donc le respirateur va reprendre la main, et donc vous allez repasser en ventilation cyclée sur le temps. Ce qui veut dire que quand on fait de la ventilation cyclée sur le débit, il ne faut pas qu'il y ait trop de fuite. En pratique, quand on est aux alentours de 35% de fuite, vous vous rappelez, hein, on va être obligé de régler une fin de cycle autour de 40%, on va générer un volume courant trop important. Donc en pratique, quand on est à 35% de fuite, voilà, on peut encore faire la ventilation cyclée sur le débit, mais au-delà, non. Donc ça, c'est la limite la plus importante de ce système, qui sinon est très intéressant. Alors, rapidement, donc, pour terminer, revenir sur la nomenclature, puisque ça... Excusez-moi. Donc ici, les différents systèmes de ventilation, hein, la nomenclature, donc on va parler on ne va pas rentrer dans les détails de ventilation assistée variable, etc. Donc on va rester dans les choses qu'on utilise le plus souvent. L'IMV ou ventilation contrôlée. Donc ici, vous avez votre patient, hein, et donc on travaille sur des respirateurs à débit continu. Donc votre patient peut prélever un peu de volume quand il respire, mais votre respirateur, il va, quand vous êtes en ventilation contrôlée, donc quel que soit ce qui se passe chez le patient, il va délivrer donc un cycle à pression réglée dans le respiratoire, puisqu'on est en ventilation contrôlée. Donc par définition, dans la nomenclature, on est en ventilation cyclée sur le temps. Quand vous faites de la ventilation assistée contrôlée, là, vous voyez qu'à chaque fois que le patient va envoyer un signal au respirateur, un trigger, il va être assisté par un cycle donc, à pression constante et à temps inspiratoire constante. Ventilation assistée contrôlée, par définition, on est en ventilation cyclée sur le temps. C'est une technique intéressante. La limite du système, c'est que quand vous avez un bébé qui est très polypnéique, ce qui arrive souvent, hein, en particulier chez les petits, quand vous travaillez en ventilation assistée, temps inspiratoire constant, si votre bébé devient très polypnéique, vous risquez à ce moment-là de vous retrouver dans une situation avec un temps expiratoire trop court. Hein, vous vous rappelez hein, que sur les courbes, si on ne veut pas générer d'hyperinflation dynamique, il faut que l'expiration soit suffisamment longue pour que le bébé puisse expirer. La règle, vous la connaissez, il faut toujours respecter un rapport I sur E inférieur à 1. C'est-à-dire que le temps expiratoire soit toujours plus long que le temps inspiratoire. Quand vous êtes en ventilation assistée contrôlée, c'est le bébé qui va décider de la fréquence. Donc comme vous avez réglé votre temps inspiratoire qui est constant, c'est lui qui finalement va décider du temps expiratoire. Et s'il se met à respirer trop vite et que vous n'êtes pas forcément, passez pas forcément votre nuit assis devant à côté du respirateur, il y a ce risque-là. Donc c'est pour ça qu'on a inventé la ventilation assistée contrôlée intermittente, dans laquelle, là encore, on est en ventilation assistée contrôlée, donc ventilation à pression constante et temps inspiratoire constant, cyclé sur le temps. Sauf que tous les cycles ne vont pas être assistés. Il y a ce qu'on appelle pendant les cycles une période réfractaire, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, qui fait qu'un début de cycle, si le patient demande un cycle, il va le recevoir. Mais si, toujours dans le même cycle, il va en demander un deuxième trop tôt, le respirateur va dire non, mon coco, tu as déjà reçu ce qu'il fallait, je ne vais pas t'envoyer un autre cycle parce que non, sinon tu risques effectivement une hyperinflation dynamique. Donc, cette période réfractaire existe et cette période réfractaire, elle dépend en fait de la durée du cycle.
plus le cycle est long, c'est-à-dire plus la fréquence est basse que vous avez réglée, plus la période réfractaire sera longue. Et dernière technique, et donc là, dans toutes ces techniques de ventilation contrôlée, ventilation assistée contrôlée intermittente, on est en ventilation, par définition, en ventilation cyclée sur le temps. Et quand on fait de la ventilation cyclée sur le débit, on parle d'aide inspiratoire. Et donc dans l'aide inspiratoire, tous les triggers donc seront assistés, mais vous voyez que les temps inspiratoires vont varier à chaque temps, puisqu'ils vont dépendre de la vitesse maximale du flux, et donc de la compliance, et donc à chaque cycle, les temps inspiratoires vont varier, avec des temps inspiratoires qui sont plus courts. C'est pour ça qu'il peut être intéressant, mais on pourra en faire une démonstration tout à l'heure, d'associer la ventilation assistée contrôlée intermittente et l'aide inspiratoire, puisque le problème de ne pas assister chaque cycle, c'est de créer de la synchronie. Donc l'intérêt de la ventilation assistée contrôlée, c'est que vous ne créez pas d'insynchronie, mais si le bébé respire trop vite, vous pouvez créer de l'effet d'inflation dynamique. En ventilation assistée contrôlée intermittente, vous éliminez le risque d'hyperinflation dynamique. Par contre, vous pouvez créer de la synchronie, puisque le bébé va respirer entre les cycles, et en particulier pendant les périodes réfractaires, il ne sera pas assisté. Et donc si vous voulez éviter ça, vous pouvez ajouter à la ventilation assistée contrôlée intermittente de l'aide inspiratoire qui permettra d'assister pendant les périodes réfractaires avec des temps inspiratoires qui sont beaucoup plus courts. Parce que vous verrez, hein, quand on règle en aide inspiratoire, on va générer des temps inspiratoires beaucoup plus courts que ceux qu'on a réglés. Et donc pour le coup, vous n'aurez ni asynchronie, ni risque d'hyperinflation dynamique. On va s'arrêter là pour ça. Est-ce que vous avez des questions déjà? Après, on va faire rapidement 10 minutes sur le HF hein, pour juste les grands principes. C'est clair pour tout le monde? C'est important pour profiter au maximum ensuite de la démo sur le respirateur. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Après, bon, c'est évidemment de la pratique. Hein, et puis, voilà. Et toujours penser à une chose qui est très importante, hein, c'est que le système est en évolution permanente. C'est-à-dire que voilà, vous n'avez pas la pathologie évolue, peut y avoir des complications, et tout ça donc va influer de façon majeure sur la dynamique respiratoire. Et donc nous, il va falloir qu'on s'adapte en permanence pour pouvoir trouver la ventilation la moins délétère, hein, puisque l'idée c'est ça. Aujourd'hui, vous le savez, hein, si on développe et on privilégie les stratégies non invasives, c'est pour éviter le risque de dysplasie bronchopulmonaire hein, qui est en grande partie associé à la ventilation invasive. Rapidement, sur le HF, on va faire 10 minutes et puis ensuite on va passer. Alors, l'OHF a été inventé dans les années 80 pour justement essayer de ventiler à pression constante avec le volume courant le plus faible possible. Donc l'idée étant de limiter au maximum le risque de volo de barotrauma associé à la ventilation. Donc par définition, l'OHF, c'est une ventilation avec un volume courant, si le volume courant a un sens en OHF, qui est inférieur au volume de l'espace mort. Donc ce qui défie les règles de la ventilation classique, hein, puisque vous vous rappelez, hein, la ventilation alvéolaire en physiologie, c'est fréquence fois volume courant au volume de l'espace mort. Donc c'est certainement pas cette équation qui s'applique aux échanges gazeux, parce que sinon vous auriez une ventilation alvéolaire négative, hein, ce qui ne peut pas exister. Une fréquence supérieure à 5 Hz, donc 300 coups par minute, 1 Hz c'est 60 coups par minute. En pratique, on travaille entre 10 et 15 Hz. Et, élément très important, l'expiration est active, ce qui différencie l'OHF de la VHF. En VHF, vous savez que c'est une technique qui a été utilisée au début, en particulier avec Seldrager, qui avait mis ça sur son Babylog 8000, en disant on fait de l'OHF, sauf que une expiration active, ça va dépendre de la capacité de repos du poumon, mais quand on travaille à 600 coups par minute, aucun poumon ne va mettre 0,1 seconde à revenir à une phase d'équilibre. Donc ça ne marchait pas. Et c'est pour ça qu'on fait de l'OHF, on a une expiration active avec un système de valve ou de pompe qui permet effectivement de ramener le poumon après chaque inspiration à une phase de repos.
Donc l'équation des gaz alvéolaires, contrairement à la ventilation classique, elle ne peut pas être ça, on l'a vu, parce qu'on a un volume courant inférieur à celui de l'espace mort, c'est fréquence fois volume courant au carré. Et ça, on verra quand on fera la démonstration qu'on a un marqueur qui s'appelle la DCO2, qui permet de monitorer donc sur les respirateurs qui font de l'EHF, comme celui-ci, au mieux l'élimination de CO2. Puisque bien entendu, la ventilation alvéolaire va déterminer, vous vous rappelez, l'élimination de CO2. L'oxygénation, donc, elle va dépendre, donc, on l'a vu, du recrutement alvéolaire. Et en pratique, c'est la pression moyenne ou pression de distension qui va permettre donc, de recruter au mieux le poumon. Alors, toujours rappeler donc, que quand on fait de la ventilation en pression positive, il faut absolument éviter donc, le risque d'hyperinflation. Et il existe dans toutes les techniques de ventilation, et particulièrement en EHF, et ça il faut faire attention parce qu'on n'a pas beaucoup aujourd'hui en pratique clinique d'éléments qui puissent nous permettre de bien évaluer. On se sert de la radio de thorax, mais ce n'est pas un bon élément. Donc actuellement, sont en développement des systèmes qui permettent de mesurer les volumes pulmonaires de façon non invasive, de façon localisée, donc dans chaque lobe. Ça va venir rapidement, je pense, en pratique clinique, mais pour l'instant c'est encore en phase de développement. Il n'empêche qu'en pratique clinique, donc on continue à se servir de la radio, et quand on fait de l'EHF, il faut faire des radios, au moins 3 radios par 24 heures, pour essayer d'évaluer au mieux l'hyperdistension si elle apparaît. Après, il y a d'autres signes, on verra tout à l'heure, qui doivent nous faire penser qu'on est en surdistension. L'élimination de CO2, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un certain nombre de principes physiques qui ne sont pas très intéressants pour nous. Donc je passe rapidement. Donc, quand vous faites de l'EHF, vous avez fixé une pression de distension. Cette pression de distension est une pression constante. Donc un des intérêts, si vous voulez, quand vous travaillez à pression constante, sur un poumon qui est par essence une structure hétérogène, et qui l'est encore plus quand le poumon est pathologique, finalement, ça va vous permettre de lisser l'hétérogénéité. Parce que quand vous travaillez en pression positive intermittente, quand vous allez ventiler un poumon hétérogène, la pression va aller se répartir dans les zones les plus compliantes, qui sont déjà ouvertes, et très peu dans les zones qui sont les moins compliantes. Donc finalement, quand vous allez ventiler un poumon hétérogène en pression positive, vous allez contribuer à aggraver l'hétérogénéité. Si vous mettez une pression constante, vous aurez théoriquement moins cet effet-là. Et vous allez osciller autour de cette pression de distension, pic à pic, ou avec un delta P. Et vous voyez que un des éléments essentiels donc, qui va générer la ventilation alvéolaire, c'est ce volume courant, entre guillemets, au carré. Et vous voyez que pour faire varier ce volume courant, il y a deux façons. Il y a ou faire varier la fréquence. Et donc, contrairement à la ventilation conventionnelle, quand vous augmentez la fréquence, ici on va passer de 10 Hz à 15 Hz, vous allez diminuer le volume. Donc vous allez diminuer la ventilation alvéolaire, alors que quand vous travaillez en ventilation conventionnelle, quand vous diminuez la fréquence, vous allez diminuer la ventilation alvéolaire. Et l'autre façon de faire, c'est d'augmenter le delta P. Voilà. Donc c'est sur ces deux éléments que vous allez jouer quand vous allez adapter votre ventilation. Les indications de l'EHF. Alors rapidement, il y a eu un nombre important d'études qui ont comparé l'EHF et la ventilation conventionnelle. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire parce qu'il y a eu des évolutions. Au jour d'aujourd'hui, on sait que finalement, les résultats sont les mêmes. Tout est affaire d'expérience de chaque équipe. Il y a des équipes qui font beaucoup d'EHF, l'équipe de Lyon par exemple, nous on en fait beaucoup, d'autres qui en font moins. Voilà. Chez le nouveau-né, en général, on ne l'utilise pas en première intention. Ça vient des premières études qui avaient malheureusement provoqué un surrisque d'hémorragie intraventriculaire. C'était lié à des problèmes de réglage. Donc depuis, on sait que c'est pas faux. Il y a une méta-analyse qu'avait fait Guy Moriette dans Lancet il y a quelques années, qui avait montré qu'il n'y avait pas de surrisque d'hémorragie intraventriculaire. Mais bon, c'est pas en général une stratégie qu'on utilise en première intention chez le nouveau-né prématuré. Chez le nouveau-né à terme, c'est proche du terme. C'est très intéressant dans les pathologies alvéolaires parce que vous savez qu'elles sont souvent plus sévères que chez les nouveau-nés prématurés parce que ce n'est pas des simples déficiences surfactants. Ça peut être des alvéolites, ça peut y avoir de l'édème, etc., etc. On a souvent du mal à les ventiler.
Et donc l'EHF est intéressante. Et puis la deuxième indication dans laquelle ça marche très bien, c'est les inhilations myocloniales sévères avec hypertension pulmonaire. Ça a été montré par John Kinsella. L'association des deux est certainement la meilleure stratégie thérapeutique pour ces détresses respiratoires sévères. On va s'arrêter là, si vous le voulez bien, et puis on va passer peut-être à la démo. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? C'est bon? Ben merci. Bon, là on a mis... Catherine, tu peux mettre le bandeau en bas. Ok. Bon, Kiki, on a mis un réglage, on va dire standard, hein, puisque donc voilà, en haut vous avez la courbe de pression, au milieu la courbe de débit, et en bas les volumes. Donc après, donc vous avez sur la droite les paramètres qui sont mesurés. Hein. Les éléments importants, pour rester simple, parce qu'on ne va pas rentrer, je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur les choses simples quand on fait de la ventilation invasive. On a donc les pressions mesurées, donc, qui normalement ne doivent pas différer des pressions réglées, hein, on a 15 plus 4. La pression moyenne, un élément important, hein, puisque vous vous rappelez que c'est un des déterminants qui va vous permettre de... un des déterminants qui va vous permettre de recruter au mieux votre poumon, enfin des marqueurs. Et puis le volume courant. Toujours un indicateur intéressant à remarquer, hein, c'est le volume courant à expirer, donc il faut le savoir, hein, parce que quand il y a des fuites, le respirateur va compenser, on le verra tout à l'heure, mais bon, il faut savoir que c'est le volume courant expiré. Le courant, vous savez, hein, chez le nouveau-né prématuré, hein, c'est 5 à 7 minutes par kilo, donc ça peut être un indicateur, et chez le nouveau-né à terme, c'est plutôt 8 minutes kilo. Bon, c'est un indicateur intéressant parce qu'en fonction du volume courant que vous allez générer, vous pourrez déjà avoir une idée, donc, de l'efficacité de votre ventilation. Donc déjà là-dessus, sur ce réglage, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je peux pas lui enlever complètement ça. Est-ce que les réglages vous paraissent corrects? Alors. Donc effectivement, il y a des fuites, on a 36% de fuites, hein, donc les fuites, c'est pas compliqué, hein, ils mesurent le volume courant inspiré et le volume courant expiré, et puis il fait volume courant inspiré moins volume courant expiré sur volume courant inspiré, donc il vous détermine les fuites. On a 38% de fuites. Voilà. Donc, on peut... Bon, on fera pas mieux que 38% de fuite. Hein. Donc vous voyez une chose sur la courbe de débit inspiratoire, c'est qu'elle ne revient pas à zéro, mais c'est peut-être associé aux fuites. Hein, puisque quand vous avez des fuites, hein, Catherine, le respirateur va compenser à la fois sur le volume courant et sur la courbe de débit en prolongeant donc le débit jusqu'à la fin du temps inspiratoire, et ensuite il va descendre brusquement. Donc vous pouvez avoir cet aspect de courbe. L'autre élément que ça veut pouvoir dire, si jamais effectivement vous êtes à 0% de fuite ou un taux de fuite moins important, c'est que votre temps inspiratoire réglé est trop court par rapport à la constante de temps. Donc là on peut voir effectivement si jamais c'est le cas. Donc si c'est le cas, donc on va augmenter le temps inspiratoire, et théoriquement qu'est-ce que ça va faire sur le volume courant? Voilà, vous devriez avoir une augmentation du volume courant. Donc là, effectivement, ça augmente un petit peu. Mais bon, comme il y a cette fuite... En fait,
pour savoir si vous avez une fuite aussi, vous regardez sur vos volumes courants. Je ne sais pas comment faire. Sur le volume courant, en fait, vous regardez si le volume courant... Voilà, là, c'est votre temps inspiratoire. Donc, d'ici jusqu'ici, c'est l'inspiration. Si je regarde ici, d'ici jusqu'ici, c'est mon inspiration. Donc, tout ce qui est le débit positif est toujours l'inspiration. Si je regarde ici, mon inspiration, elle vient de là jusque là. Donc, ça, c'est le volume courant qui est pris durant l'inspiration. Mon expiration, elle est à la fin du temps inspiratoire. Donc, on revient à la PEP, au niveau de la PEP. Et votre expiration, en fait, vous avez le volume courant qui sort du patient et qui est ici. Après, en fait, cette partie ici, c'est votre volume courant expiratoire. Et vous voyez ici, mon volume courant inspiratoire, il est équivalent à mon volume courant expiratoire. Ça veut dire que je n'ai pas de fuite, en fait. Ou ma fuite, elle est minimum. Je vais montrer. Alors, élément important, là on a l'écran qui est projeté, mais, et ça c'est essentiel, avant de regarder les écrans qu'il y a autour des bébés, il y en a toujours souvent beaucoup, regardez l'enfant. Regardez d'eux et regardez la façon dont ils se soulèvent, trop, pas assez. Alors après, ça peut être un peu subjectif, ça dépend aussi des expériences de chacun. Regardez donc s'il est bien adapté, s'il n'y a pas la synchronie. Donc c'est ça qui est important. Ça va venir en soutien du bébé. Alors je vous le dis, et il faut le répéter, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos réanimations modernes, on a des écrans de partout, des machines de partout, et on a trop tendance finalement à oublier qu'il y a le bébé au milieu, qu'on fait tout ça pour lui. Et même les parents, vous savez maintenant, quand ils rentrent, ils regardent le call monitoring, et puis ils oublient un peu que finalement il y a leur bébé. Donc commencez par ça, et donc, voilà. Donc là, il se soulève de façon, on va dire, correcte. Il n'y a pas d'asynchronie. Et ensuite, en fonction effectivement des paramètres de surveillance non invasive, et on va pouvoir les déterminer avec Lucie, on va voir ça tout de suite, de la façon dont vous avez réglé votre respirateur, de la situation, parce qu'on l'a vu, vous n'avez pas, si vous recevez un enfant qui a une pathologie alvéolaire, vous n'allez pas mettre les pré-réglages que vous allez mettre pour un enfant qui a une hypoxémie réfractaire par HTAP ou pour un enfant qui est né sur méconial, puisque la mécanique respiratoire n'est pas du tout la même. Donc pré-réglé, et ensuite vous branchez votre bébé, vous regardez comment ça se passe, et en fonction ensuite des paramètres d'hématose, non invasif, invasif, parce que de temps en temps on va faire des gaz du sang aussi, moins possible maintenant, c'est vrai que les paramètres non invasifs sont très aidants, et de l'aspect des courbes, à ce moment-là, vous optimisez les choses. Mais c'est avant tout l'œil qui est important, vous le savez, mais bon, c'est important de le redire. On peut avoir des paramètres ou pas on peut avoir des paramètres d'oxygénation pour Lucie ou pas? Ou alors il faut le mettre en... Alors on tâtonne un peu, on est désolé, c'est la première fois qu'on l'utilise, on découvre comme vous. Et normalement on peut... D'accord. On va changer de mode. Ouais, regardez la machine.
Bon, là, il a en ventilation conventionnelle, mais on n'est pas très content parce qu'on n'arrive pas bien à l'oxygéner. C'est un bébé à terme, il a une alvéolite infectieuse. Euh, voilà, on est obligé de... Bon, là, on n'a pas beaucoup de pression, mais on va dire que on était obligé d'augmenter les pressions de façon assez importante. Donc, on se dit, pourquoi pas essayer l'EHF? C'est un cadre sur lequel ça peut marcher. Et donc, on va le basculer en EHF. Comment est-ce que vous allez faire pour basculer en EHF? Donc il y a un certain nombre de paramètres qu'il va falloir qu'on pré-règle, hein, parce que on va le passer de conventionnel en EHF. Donc la première, c'est la pression de distension. Donc la pression de distension, a priori, ça c'est complètement empirique, hein, on va prendre la pression moyenne mesurée par le respirateur, qui est de 6, et on va ajouter 2 cm d'eau. Donc là, on va partir sur une pression de distension de 8. La fréquence, donc on a vu entre 10 et 15 Hz. Je vous rappelle, hein, l'objectif qui avait été le développement de l'EHF, hein, c'était de limiter les volumes et travailler à pression constante chez les grands prématurés pour voilà, essayer de limiter au maximum le barreau, le trauma. Chez les nouveau-nés à terme, on va dire que c'est moins un sujet, d'autant plus qu'on sait, de façon empirique, que quand on travaille avec 15 Hz, vous savez, vous vous rappelez, hein, ça va générer des volumes, entre guillemets, courants qui seront pas très importants, c'est l'objectif. C'est parfois insuffisant donc, chez les nouveau-nés à terme, donc pour avoir un volume courant plus important, donc on élargit le signal. C'est pour ça qu'on préfère, quand on va basculer un enfant à terme de conventionnel en EHF, on commence plutôt à 10-12 Hz. Voilà. Et ensuite, le réglage du delta P, il est totalement, là encore, empirique, le premier réglage. Il faut que, quand vous allez régler votre delta P, que vous voyez les vibrations se propager jusqu'à la zone sous-ombilicale. Ça, c'est votre réglage de base, initialement. Et ensuite, bien entendu, vous allez adapter ça à l'oxygénation pour la pression de distension, voir s'il y a des possibilités de recrutement ou pas en l'augmentant point par point, en essayant d'éviter au maximum, bien entendu, la surdistension. Et puis, régler le delta P et la fréquence en fonction de l'évolution du CO2. Si vous avez donc un enfant qui devient hypocapnique, donc une façon de faire remonter la PCO2 assez rapidement, hein, ce qui va jouer finalement plus rapidement sur l'évolution de la CO2, c'est la fréquence plus que le delta P. Donc là, on va faire la bascule. Donc on se met à 8 cm d'eau, on va mettre 12 Hz. Comment? Le delta P, mais 30, et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez quelque chose. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Regardez le bébé. Voilà. Est-ce qu'il vibre? Regardez toujours le bébé. Là, il ne vibre pas du tout. Hein. Et vous voyez d'ailleurs qu'il a une ventilation spontanée, ce qui n'est pas du tout un problème en EHF, hein, parce que là encore, on a des vies continues, donc ils peuvent respirer à côté. Mais quand les enfants gardent une ventilation spontanée trop fréquente, ça veut probablement dire que leurs barorécepteurs sont stimulés par le CO2, donc ils sont hypercapniques. Et donc là, du coup, la ventilation qu'on lui propose n'est pas du tout adaptée. Pas du tout adaptée. Donc deux solutions. Où on essaye. Alors ça, c'est une des caractéristiques de l'EHF quand même, hein, c'est que ça reste une technique quand même très empirique. Et que même s'il y a des cadres dont on a déjà parlé, hein, dans lesquels on peut supposer que ça fonctionne, des fois ça ne marche pas. Et donc là, normalement, dans la vraie vie, alors deux solutions, hein, où vous essayez donc d'optimiser et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on a la
DCO2 qui est à 125-148. Donc, pour essayer d'optimiser ça, c'est-à-dire la ventilation et l'élimination de CO2, deux façons de faire. On peut ralentir la fréquence. Et donc, si vous ralentissez la fréquence, la DCO2 va évoluer comment? Vous voyez qu'elle était passée à 11. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez que la DCO2 augmente. Mais quand vous regardez votre bébé, il ne vibre pas toujours. Il ne vibre toujours pas. D'accord, bon désolé, donc elle ne vibrera pas, mais enfin là elle ne vibre pas quand même. Donc ça reste important. Donc on découvre. Hein. Donc l'autre solution c'est d'augmenter le delta P, donc on va l'augmenter. Ça va augmenter la DCO2. Bon, ça, c'est un indicateur très intéressant. Hein, c'est un témoin de CO2, mais voilà. Mais en pratique, quand vous êtes dans cette situation-là, c'est-à-dire que vous avez basculé votre bébé en EHF, il ne vibre pas, vous allez savoir tout de suite hein, sur les paramètres d'abord parce qu'il respire à côté, vous allez voir la saturation qui va chuter et la CO2 qui va augmenter. Donc là, il ne faut pas insister, il faut le rebasculer en conventionnel, ce qui ne veut pas dire que 6, 12 heures, 18 heures après, il n'en bénéficiera pas. Voilà, on parlait tout à l'heure de l'évolution hein, permanente de la pathologie respiratoire. Voilà. Et puis, je vous dis, sur le plan de la physiologie respiratoire, on ne maîtrise pas forcément tout en EHF. Donc là, ok. Donc du coup, ça ne marche pas, donc on va le rebasculer en conventionnel. Et peut-être qu'on va se mettre ensuite en mode... Ouais, on peut essayer de le mettre en vague. Ouais. On va le basculer en vague du coup. Donc là on est en vague, hein, ça veut dire que tous les cycles sont assistés. Voilà. Là le bébé il n'est pas très polypnéique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc du coup on est assez tranquille. Hein. Vous voyez sur la courbe de débit expiratoire qu'on a largement un retour à zéro avant l'aspiration suivante. Hein. Donc voilà, on est assez tranquille. Donc tous les cycles sont assistés, donc pas de risque d'asynchronie. On a une fréquence spontanée du bébé qui est relativement lente, qui est affichée d'ailleurs. C'est parce qu'il avait un CO2 qui était bas à cause de la haute fréquence. Voilà. Et du coup, voilà, on n'a pas de risque d'hyperactivation dynamique. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, quand il va remonter sa PCO2, qu'il accélère sa fréquence respiratoire. Et donc, restez vigilant, hein, puisqu'on travaille en ventilation cyclée sur le temps, donc mon temps expiratoire sera constant, et s'il devient très très polypnéique en VAC, le risque c'est que le temps expiratoire se raccourcisse et qu'on se retrouve potentiellement en situation d'hyperactivation dynamique. Mais là, pour l'instant, on est tranquille. Vas-y. C'est d'augmentation des résistances. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? On avait un volume courant qui était à 20 millilitres. Votre PCO2 commence à monter, le bébé commence à désaturer. Regardez, donc le volume courant n'a pas beaucoup varié, il a baissé un petit peu. Mais regardez la courbe de débit inspiratoire. Voilà. Alors qu'elle revenait bien à zéro juste avant, ce qui veut dire que la constante de temps, le temps inspiratoire était bien adapté à la constante de temps, là ça ne revient plus à zéro. Et du coup,
ça veut dire que là, le temps inspiratoire est trop court, et donc que la constante de temps a augmenté. Pourquoi est-ce que la constante de temps a augmenté? Si la constante de temps augmente, ça peut être ou une augmentation de compliance, ou une augmentation de résistance. Est-ce que c'est une augmentation de compliance? C'est effectivement, si ça avait été une augmentation de compliance, qu'est-ce qui serait passé sur le volume courant avec la pression constante, parce qu'on n'a pas bougé les pressions? Il aurait augmenté. Là, il n'a pas augmenté, il a baissé un petit peu. Donc, c'est une augmentation de résistance. Votre bébé, donc, brusquement, il respirera de façon totalement anarchique, sa PCO2 augmente, la saturation baisse, vous avez cette courbe-là, qui est traduite en augmentation de résistance. Premier diagnostic, bouchon. Voilà. Donc, bien entendu, il faut l'aspirer, voir s'il y a un bouchon, et puis, bon, si c'est pas ça, à ce moment-là, il faut éventuellement faire une radio en urgence, vérifier que la sonde d'intubation n'est pas sur la carène, voilà. Et puis, si jamais on n'a pas de solution immédiate, potentiellement on va intuber. Vous voyez, sur des petits éléments comme ça, on a vu, hein, c'est finalement assez simple, hein, ça peut nous permettre donc de raisonner et de pouvoir adapter assez rapidement. Là, quand vous avez ça, hein, si vous ne regardez que l'écran, ce qu'on disait tout à l'heure, temps inspiratoire trop court par rapport à la constante de temps du patient. Donc, si je regarde que l'écran et je ne me préoccupe pas du bébé, je vais tourner les boutons pour augmenter le temps inspiratoire. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et donc, pourquoi ça se passe comme ça, voilà, c'est le raisonnement qui nous amène très facilement finalement à ce diagnostic. Ouais. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Mettons qu'on a réglé le problème de bouchon, le malade reprend derrière, il devient très polypnéique, et vous êtes toujours en VAC. Il devient très polypnéique parce qu'il est hypercapnique, donc il va falloir qu'il écluse son CO2. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que sur le cycle du milieu, l'expiration ne revient pas à zéro avant l'inspiration suivante. Je suis en VAC, mon malade a monté sa PCO2 à 80 le temps que je règle le problème, et donc il reprend, il est extrêmement polypnéique. Donc je suis en VAC, donc en ventilation cyclée sur le temps, donc mon temps inspiratoire est constant, mais du coup, je me retrouve avec un temps expiratoire trop court. Et ce qui va se passer là, c'est que voilà, vous allez vous trouver en situation potentielle d'hyperinflation dynamique. Et contrairement à ce que vous allez attendre, votre bébé, il va rester toujours aussi mal, et sa PCO2 va continuer à augmenter. Parce que l'hyperinflation dynamique, au-delà des phénomènes hémodynamiques droite-gauche dont on a parlé tout à l'heure, et sur l'hémodynamique cérébrale, elle va aussi, par définition, augmenter l'espace mort. Donc quand vous augmentez l'espace mort, vous provoquez une rétention de CO2. Donc là, c'est pareil. Si vous ne pensez pas à changer la donne, à ce moment-là, vous n'allez pas régler le problème. Vous avez réglé une partie du problème, mais comme vous avez laissé le respirateur avec les réglages antérieurs, et que la situation a bien changé depuis ce qui se passait avant, donc le problème n'est pas réglé. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, il faut changer le mode de ventilation, c'est-à-dire il faut se mettre dans une situation où on sort de ce risque. Donc
où effectivement, où on passe en VACI, ou en VACI plus AI, mais le plus simple, c'est de repasser en VACI. Le temps, effectivement, voilà, qu'il puisse éliminer correctement son CO2, donc ce qu'on va faire. Peut-être du coup qu'on peut remettre des résistances un peu plus physiologiques. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, vas-y, vas-y. Voilà, bon, on a changé le niveau de résistance, hein, puisqu'on a réglé le problème du plug, de la sonde d'obstruction par contre. Et puis on est passé en VACI. Donc vous voyez, donc là on a un truc qui est quand même plus adapté. C'est-à-dire qu'il trigue, parce qu'il est hypercapnique, donc c'est normal que la machine d'assist qui prenne la main, mais il trigue avec la période réfractaire de la VACI, ce qui permet d'éliminer donc le risque d'hypertension dynamique, et de fait, vous voyez que la courbe de débit expiratoire revient bien à zéro. Et progressivement, donc vous allez voir la VACI va se réadapter, la PCO2 qui va baisser. Là, vous aurez réglé complètement le problème. Hein, donc, je le redis, on regarde le bébé, et à partir du moment où il se passe quelque chose, en particulier d'aigu, il faut penser à régler le problème aigu, certes, mais aussi que les conditions de mécanique respiratoire ont changé et que forcément la ventilation qu'il y avait antérieurement n'est pas la plus adaptée. C'est assez typique quand vous avez un enfant qui arrive avec une MMH, à qui vous allez faire du CuroSurf. On va Comment? Ouais. On va commencer sur une compliance basse. On peut faire sous le poumon si tu veux. Tu me mets une compliance basse. On va mettre le poumon auquel on est plus habitué, ce sera plus simple pour la démo. Juste quelques instants. Juste pour ça. Voilà. Donc, votre bébé, il arrive. Vous avez réglé vos constantes qui sont les suivantes. Sauf que vous annoncez une MMH et déjà vos réglages a priori ne sont pas forcément adaptés. Pourquoi ils ne sont pas adaptés? Tout à fait, le temps inspiratoire réglé est trop long, hein. Vous voyez, on est à 0,40, donc ce qui est de toute façon trop long, parce que sur un réglage a priori, sur une pathologie alvéolaire prématurée, vous avez réglé 0,31, 0,32, 0,33. Hein. Mais vous voyez bien que votre courbe de débit inspiratoire, hein, vous avez votre pic immédiatement et un retour très rapide à 0, avec un temps de vitesse nulle avant l'expiration qui est long. Donc, ce qui veut dire que toute cette partie, elle ne sert à rien. Et que par ailleurs, vous voyez que la fréquence est lente, donc votre bébé est hypercapnique, donc le volume minute que vous avez réglé est probablement insuffisant. Donc d'emblée, qu'est-ce que vous allez pour optimiser ce volume minute, vous avez deux solutions. Ou vous essayez d'augmenter le volume courant, et là la seule solution que vous avez, c'est d'augmenter les pressions, mais clairement c'est pas ce qu'on a envie de faire. Hein. Vous pouvez aussi commencer par optimiser le volume courant en essayant d'améliorer le recrutement alvéolaire sans ventilation. Et ça, avant de faire du CuroSurf, du surfactant, qu'est-ce que vous allez faire? Comment?
Oui, mais ça ne changera pas le volume courant. Vous verrez, ça permettra de gagner en temps pour pouvoir augmenter la fréquence. Mais si vous voulez recruter au mieux, hein, vous avez une courbe pression-volume, voilà, avec une pression d'ouverture qui va être assez élevée, puisque on a une pathologie alvéolaire avec une tension superficielle qui est élevée et des forces de rétraction qui sont importantes. Et vous voyez que là, on a 4 de pression expiratoire positive. C'est un bébé de 2 kg qui arrive avec soit des poumons blancs, 60% des FiO2. Est-ce que ça vous semble suffisant en termes de PEP? Non. Voilà, donc on peut déjà essayer d'optimiser ça en augmentant la PEP. Alors quand on fait du recrutement, hein, il faut le faire pas par pas. Donc ce qu'on fait en général, c'est que pour gagner en volume, hein, il faut gagner en différence entre la pression expiratoire et la PPI. L'optimisation de la PEP en anti-âge conventionnel va vous permettre d'améliorer les volumes. Mais si vous voulez gagner en volume courant, il faudra aussi augmenter d'1 point. Si vous augmentez d'1 point la PEP, la PPI. Voilà. Donc là, on est à 15 plus 4, donc on va mettre 16 plus 5. Et on va voir ce que ça fait sur le volume. Ouais, et le faire progressivement, en gardant toujours en tête, hein, ça, c'est quelque chose qui doit être en permanence, que moins, mieux c'est. Là, le bébé, il arrive, la maman a parti de corticoïdes, il est transporté d'un centre périphérique, voilà. Donc, kilos, donc on a quand même un peu de marge, on n'est pas sur 24 semaines sur lesquelles, voilà, là, il faut vraiment être encore... Mais donc, voilà. Bon, une fois qu'on a fait ça, le problème reste entier, hein, puisque et la façon de le régler, c'est d'instiller du surfactant. Donc quand on va instiller du surfactant, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, la compliance va augmenter très brusquement. Et vous voyez, hein, tout de suite, votre temps inspiratoire sur la courbe de débit augmente. Et donc, finalement, se rapproche du temps inspiratoire préréglé, 0,40. Ce qui veut dire que, mais vous le voyez, hein, tout de suite, vous va se soulever de façon plus efficace. Votre volume courant va augmenter. Et puis, donc, vous avez une courbe de débit inspiratoire donc, qui revient à 0 juste avant l'expiration suivante. Donc là, on est pas mal. Sauf que est-ce qu'on va garder, on va rester comme ça? Alors, ce qui a été bien démontré, hein, c'est que le surfactant sans pression, ça ne sert à rien, en gros, pour maintenir la DO2. Et que quand on fait une instillation de surfactant, avec la stratégie habituelle, c'est-à-dire sans les intuber en LISA, ou alors en les extubant rapidement, il faut maintenir une pression, en l'occurrence continue, hein, quand on fait du non-invasive, pendant au moins 48 heures après. Sinon, vous allez avoir un collapsus alvéolaire et vous n'allez pas gagner grand-chose. Donc, il ne faut probablement pas baisser la PEP si on a décidé ou si l'enfant n'est pas extubable au décours. Par contre, à partir du moment où votre compliance va s'améliorer, le volume courant a augmenté. Donc là, pour le coup, le risque d'augmentation rapide de volume courant, et ce qui va se passer, c'est que la PCO2 va baisser vite. Et donc, on n'a aucun intérêt à ce que la PCO2 baisse vite, puisque, comme vous le savez, ça peut avoir un impact chez les grands prématurés sur la circulation cérébrale. Et puis surtout, pourquoi mettre 20 de pression ou 18 de pression alors qu'il en a besoin plus que de 14? Donc, voilà. Donc ça veut dire que quand on fait ça, dans les situations où effectivement les thérapeutiques vont agir très rapidement, et l'instillation de surfactant est un bon exemple, il faut vraiment rester à côté du bébé pour pouvoir effectivement, en fonction de son évolution clinique et de l'évolution des paramètres d'hématose,
adapter le respirateur, hein, comme on l'a fait tout à l'heure dans d'autres circonstances, donc baisser les pressions, voir si effectivement on peut arriver à ramener rapidement l'enfant sous 21%. L'idée étant là encore de l'extuber le plus rapidement possible. Donc ça, c'est pour ça effectivement qu'aujourd'hui, ce qui est recommandé, c'est le LISA, c'est-à-dire la Less Invasive Surfactant Administration. Mais on le fait avec un enfant en CPAP qu'on va garder au décours. Ou alors, l'Insure, on les intube, on fait du surfactant, on les extube. Sauf que personne ne fait ça, puisque quand on fait de l'Insure, il est rare qu'on ne ventile pas un peu avant-après. Et voilà, c'est pour ça que le LISA a été développé. Mais là encore, je vous le dis, hein, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'il fait, d'anticiper ce qui va se passer, et en fonction de ça, donc d'adapter les réglages du respirateur. Moi j'ai un peu de mal avec ça, mais puis on va pas complexifier les choses. Oui. Oui. Alors ce qui est recommandé chez les grands prémas, c'est de le faire avant la 3e heure de vie. Ce qui a été démontré dans les travail d'Isayama, qui a comparé les instillations précoces en salle de naissance dans des stratégies et puis les instillations plus tardives, c'est qu'il y avait une tendance à ce qu'il y ait plus de pneumothorax en cas d'instillation tardive. Ce qu'on peut comprendre, puisque un des problèmes, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est l'hétérogénéité pulmonaire. Et quand vous ventilez un poumon hétérogène, on l'a vu, hein, la répartition des gaz va se faire dans les zones qui sont les plus distendues, au dépend des zones qui sont les moins distendues, les moins compliantes. Donc plus vous allez le ventiler, plus vous allez tendance à avoir à distendre de façon importante les zones déjà ouvertes, et pas trop les zones qui sont collabées. Et que si vous donnez du surfactant trop tardivement, il va aller se répartir dans ces zones déjà ouvertes, qui ne sont pas celles qui en ont forcément le plus besoin, mais surtout, il y aura des phénomènes inflammatoires déjà intra-alvéolaires qui seront créés, qui fait que votre surfactant naturel modifié, hein, qui ne contient pas toutes les protéines qui permettent de protéger le surfactant contre ça, puisqu'il n'y a que de la protéine B, sera beaucoup moins efficace. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, puisque dans les stratégies, quand on a mis en place les stratégies de CPAP initiales en salle de naissance, l'idée c'était de ne pas les intuber. Et c'est vrai que probablement au début, dans cette stratégie qui était louable, hein, on a différé l'intubation chez un certain nombre d'enfants, et donc on s'est retrouvé effectivement avec un surrisque de pneumothorax. Bon, donc, instillation de surfactant, en particulier chez vraiment les plus immatures, c'est avant H3. Et les recommandations, hein, c'est même Murto, c'est 30%, c'est ça, hein, la limite. Voilà. Donc dès qu'il dépasse 30% des FiO2, on y va. Mais bon, après, là encore, ça dépend aussi de l'évaluation clinique. Parce qu'il y a des bébés dont vous sentez qu'ils vont évoluer vers une MMH, parce que vous voyez, ils sont un peu labiles, ils n'ont pas beaucoup d'expansion pulmonaire en CPAP, et vous dites, voilà, ils sont à 25-26%, ça augmente un petit peu. Ceux-là, ils peuvent commencer à se dégrader après H3. Donc chez ceux-là, on n'a peut-être pas intérêt à attendre, et c'est pour ça aussi que les techniques d'instillation non invasive sont intéressantes, parce que ça, on évite de les intuber. Mais la règle, voilà, c'est 30% et ou H3. On fait quoi, Catherine? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Oui, voilà. Donc, juste pour vous dire que
Là, on a augmenté le temps inspiratoire. Vous voyez, on a toute une partie avant l'expiration avec une vitesse à 0. Donc, on ne va pas générer de volume courant supplémentaire. Donc, le problème de ça, c'est que si vous faites ça, vous allez perdre en possibilité d'augmenter la fréquence. Donc, c'est aussi un élément important si vous voulez donc, augmenter de la ventilation alvéolaire en augmentant la fréquence. Bah, pour cette raison. Pour cette raison, parce que tu vois, tu as toute une partie du temps inspiratoire qui ne sert à rien. Et si on le raccourcit, si on le remet, tu vas voir que la courbe de volume va changer de forme. Volume courant 6,2, si je diminue mon temps inspiratoire, Continue à le baisser. Tu vois, ça revient à une forme habituelle. parce que je réduis le temps où le débit est à 0, donc il n'y a pas de débit qui va au patient, donc pas de volume courant ajouté. C'est pour ça. Donc il n'y a aucun intérêt à le garder en fait, à perte. Voilà, c'est du temps qui ne sert à rien. Il n'y a aucun gain dans le temps inspiratoire. Les volumes courants, c'est une fréquence trop haute pour... Ouais. Quelle pression moyenne vous utilisez En OHF. Alors, alors d'abord, chez les prémas, on dit, ce qu'on privilégie, c'est le non-invasif. Après, quand on les intube pour leur faire du surfactant, ceux qui ne vont pas répondre au LISA, il y en a quand même, hein, on essaye de les extuber le plus rapidement possible. Après, la règle, ça reste toujours de mettre les pressions les plus basses possibles. Et la pression moyenne, elle va dépendre finalement, elle va dépendre de ta PPI et de ta PEP. Donc, mais c'est ça, avec ton inspiratoire qui va te permettre d'optimiser finalement ces éléments. Et donc ta pression moyenne, elle va finalement dépendre de ça. En fait, tes pré-réglages vont plus dépendre voilà, de ce que tu as pré-réglé, c'est la PPI et la PEP dans l'inspiratoire qui vont générer un certain volume courant, et ta pression moyenne va résulter de la PPI et de ta PEP. Mais il n'y a pas appris, je pense. En EHF, oui, parce qu'on a vu que c'était l'élément, le seul niveau de pression qu'on réglait, mais on a vu comment on le réglait. Hein. Mais en ventilation conventionnelle, ce n'est pas un objectif de réglage initial. Donc là, c'est quoi le souci? Parce qu'on fait que on ne gère que des soucis aujourd'hui. Comment? On a un niveau de pression qui est effectivement très élevé. Regardez la courbe de débit. Vous voyez que la courbe de débit expiratoire ne revient pas à 0 avant l'aspiration suivante. Voilà. Et donc là, ce que vous allez aller voir, c'est un bébé d'abord qui va monter progressivement sa PCO2, qui va commencer à se désadapter. Et donc là, si vous ne prenez pas tous les éléments d'analyse, votre bébé augmente sa PCO2, donc vous allez vous dire qu'il n'est pas assez ventilé. Donc s'il n'est pas assez ventilé, j'ai deux solutions, ou j'augmente les pressions, ou j'augmente la fréquence. Sauf que si vous faites ça, vous allez aggraver le problème. Vous allez aggraver le problème parce que vous allez augmenter, donc contribuer à augmenter l'espace mort, plus toutes les conséquences thermodynamiques cérébrales dont on a parlé déjà. Donc là, quand vous avez ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il faut allonger le temps inspiratoire. Vous voyez que le temps inspiratoire est correctement réglé. Donc, voilà. Donc on ne va pas le raccourcir parce qu'il me génère un volume courant qui est ce qu'il est. Et
et qui est optimisé sur le temps. Donc effectivement, là, il faut allonger le temps expiratoire et donc ralentir la fréquence. Juste si je ralentis, regardez le temps expiratoire. Le volume courant. Regardez le volume courant. Parce que là, vous vous rappelez, quand on est dans l'hyperabsorption dynamique, on est dans la zone au-delà du point d'inflexion supérieur. Donc on a une zone de moins de compliance, et donc du coup, avec le même niveau de pression, on va avoir un volume courant qui va baisser, contrairement à ce qu'on attend, si on n'a pas l'analyse qui va au bout des choses. Et donc vous voyez, là, on commence à diminuer ce phénomène, donc on a une courbe expiratoire qui revient à zéro, et on a un volume courant qui a augmenté un peu. Et le volume courant est passé de 9,4 à 10. Voilà. Fuite. On fait quelques fuites pour voir. Je suis désolé, moi je vais devoir partir dans 10 minutes parce que j'ai un avion à Marrakech, mais bon, du coup, si vous voulez, il restera 15 minutes après pour, si vous voulez, Catherine pourra vous montrer un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, quoi d'autre ? Voilà. Donc ça, ces courbes-là, à la fois évidemment de débit et de volume, sont typiques de fuite. Et ça, c'est pas compliqué. Vous regardez les mesures de fuite et vous voyez qu'on a 45% de fuite. Donc Catherine, tu peux expliquer le principe ? En fait, ceci trouve votre inspiration. Hein. Quand le débit est positif, ça signifie que le gaz va vers votre patient. Donc c'est votre inspiration. Ceci trouve votre inspiration puisque le volume, le débit est positif. Quand le débit est négatif, passe sous le zéro, cela veut dire que c'est l'expiration. Donc d'ici, ici, jusqu'ici, c'est votre inspiration. Donc ça, c'est le volume qui est poussé durant l'inspiration. Ceci est votre expiration, d'ici à ici, tout ce qui est négatif. Et vous voyez, en fait, de l'inspiration, le début de l'expiration jusqu'à la fin de l'expiration, c'est seulement ce volume courant. Donc la différence que vous avez là, eh bien, c'est la fuite. Et vous voyez que votre fuite, en fait, c'est quasiment 50% du volume que vous aviez poussé. Donc on le voit ici. Si je fais un temps inspiratoire un petit peu plus long, on va le voir ailleurs. Vous voyez, le débit ne revient jamais à zéro. Il reste en fait en hauteur. Et pourquoi il reste là ? Eh bien, vous imaginez que vous avez un ballon. Vous avez gonflé votre ballon, en fait, jusqu'à la pression que vous avez réglée. Et puis, il va y avoir une toute petite pause et après, il va aller à l'expiration. Si maintenant je gonfle mon ballon mais que j'ai un trou dans mon ballon, eh bien, si j'arrête de gonfler, de compenser pour le trou, la fuite que j'ai dans le petit trou, la pression va baisser. Et comme le respirateur, il veut maintenir la pression, c'est pour ça qu'il vous garde toujours un débit à ce niveau-là. Voilà. Et vous voyez, il y a aussi une compensation durant la PEP, ici, parce que ma fuite est très élevée, donc il y a aussi une compensation à ce niveau-là. Voilà. La fuite, et ça veut dire que vous avez des fuites ici. Donc là, c'est là le problème que vous avez quand vous êtes en VS plus aide inspiratoire. Parce que si j'avais réglé, par exemple, un cyclage à 5%, ça voudrait dire que mon débit commence à 100%, il descend, il descend, il descend, et quand j'arrive à 5% du débit, à ce moment-là, il va à l'expiration. Mais comme j'ai ma fuite, il ne va jamais descendre à 5%. En fait, et c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas quand on a des débits, enfin on a des fuites qui sont importantes. Ce qui va se passer à ce moment-là, si vous êtes en VS avec une aide, vous avez un temps inspiratoire aussi maximum, et quand il va atteindre le temps inspiratoire maximum, il va passer à l'expiration. Tu veux faire de la VS aide avec l'effort du patient qui se modifie, et de votre temps inspiratoire ? Ouais. Donc on va juste
finir par l'aide inspiratoire hein, pour que vous voyez pour que vous vous rappelez, hein, c'est cyclé sur le débit. Donc un pourcentage qui sera le plus proche de zéro de la vitesse maximale, on demande au respirateur d'arrêter le cycle. Comme on l'a vu, hein, il faut faire attention aux fuites hein, parce qu'il faut que ce pourcentage d'arrêt soit que le niveau de fuite ne soit pas trop important. Et l'intérêt de la chose, hein, c'est que vous allez donc faire un réglage temps inspiratoire sur une variable qui n'est pas une constante, mais qui va dépendre de la vitesse maximale, qui va varier donc, en fonction de la compliance. Et donc on va voir. Les triggers, les loupés des triggers. Tu en es passé en aide? Ouais, je te montre des loupés triggers. Les Les triggers qui ne sont pas détectés. Qu'est-ce qu'il y a? Les triggers qui ne sont pas détectés. Bah oui, parce que tu as ta sensibilité qui n'est pas bien réglée, Catherine. Je te le mets exprès. Élément aussi important, c'est le réglage du trigger. Sur ce respirateur, donc c'est un trigger qui est en débit. Donc, c'est-à-dire que le bébé va inspirer, il va prélever un débit. Si ce débit est supérieur au seuil que vous avez fixé, le malade va assister. La tendance, bien entendu, c'est de demander au patient de faire le moins d'efforts pour recevoir le cycle, donc de régler le trigger finalement avec la plus grande sensibilité, donc le plus bas possible. Sauf que il faut faire attention à un certain nombre de choses. Il peut se produire des phénomènes dits d'auto-trigger. Si vous avez un trigger qui est un trigger en débit qui est à 0,2, donc qui est le réglage le plus bas possible, si vous avez par exemple de l'eau dans les circuits, vous savez, vous aurez des petites spicules, petites fluctuations, et ça pourra éventuellement auto-déclencher le respirateur. Donc ça, il faut faire attention à ça, mais ceci dit, normalement, quand vous avez de l'eau dans le circuit, il faut la vider. Voilà. Donc, voilà. Donc l'idée quand même, c'est de régler la sensibilité du trigger la plus basse possible en faisant attention à ces éléments-là. Juste un mistrigger. Ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te faire des mistriggers. Ouais. On va peut-être afficher le temps respiratoire. Là, tu es en aide, hein, Catherine? Oui, je suis en aide. On affiche le temps respiratoire mesuré. Il est là-haut. 31. Alors là, on est en aide inspiratoire. Regardez, vous avez en haut à gauche le temps inspiratoire. Donc vous voyez que le temps inspiratoire, on fait varier la compliance là, sur le poumon. Et vous voyez qu'à chaque cycle, le temps inspiratoire varie. Et c'est vraiment l'intérêt du système, hein, c'est finalement de pouvoir s'adapter de façon la plus physiologique, si on peut parler de physiologie en ventilation mécanique en pression positive, de façon qui colle le mieux aux besoins du bébé, à la compliance instantanée. Mais là encore, hein, on se rappelle, hein, le problème c'est les fuites. Quand vous êtes au-delà de 35% de fuite, vous devez demander une interruption de cycle à partir de 40%, vous générez un volume courant trop faible. Donc ça perd son intérêt. En fait, la beauté de VS avec l'aide inspiratoire, c'est aussi que le temps inspiratoire va s'adapter à la façon dont votre patient respire. C'est-à-dire que plus il va prendre une respiration profonde, plus vous allez avoir un temps inspiratoire qui est long. Et c'est ce que l'on fait quand on respire spontanément. Quand on veut avoir une respiration plus profonde, notre temps inspiratoire va automatiquement fluctuer. Donc là, si je change la façon dont votre patient respire, s'il prend une petite respiration ou s'il prend une respiration profonde, vous voyez, les temps inspiratoires sont modifiés, ce qui génère un débit plus important quand il prendra une respiration. Donc le temps pour redescendre à 5%, par exemple, du débit de pointe sera plus important. Donc quand vous êtes en VS avec une aide inspiratoire, votre temps inspiratoire fluctue avec la façon dont le patient respire, mais en même temps fluctue avec vos compliances et vos résistances.
Avec le temps respiratoire propre a tendance à s'allonger, c'est normal parce que la constante de temps s'allonge. Voilà, donc pour conclure, on a aujourd'hui à disposition des machines qui sont très efficaces, en sachant que le principe général chez le nouveau-né, je le rappelle, c'est de ne pas les ventiler. Mais bon, malgré tout, il reste, ça c'est dans un monde parfait, mais on ne vit pas dans un monde parfait. Tous les grands prématurés ne naissent pas dans les centres de type 3. Voilà. Il y a des enfants à terme qui font des détresses respiratoires sévères. Voilà. Donc il faut continuer, effectivement, on continue à faire de la ventilation invasive. Et je pense qu'on va continuer un certain temps. C'est vrai que la technologie a beaucoup évolué. Quand on a commencé, Umberto et moi, et nos illustres prédécesseurs, on faisait de la ventilation avec des appareils sur lesquels on ne monitorait rien, ni les matos, ni les volumes, ni les pressions. Enfin, voilà. On a sauvé des vies, mais on a créé de la dysplasie. Et donc voilà, donc, tout ça, ça nous a permis effectivement d'avancer. Aujourd'hui, on a des machines extrêmement performantes, parfois trop. Je dis ça parce que je pense qu'il faut... L'idéal, c'est quand même de bien maîtriser une stratégie ventilatoire. Et puis, voilà, une fois qu'on la maîtrise bien, et je vous dis, ça a été bien montré avec l'OHF, il n'y a pas de différence in fine entre dans les résultats obtenus en OHF et en ventilation conventionnelle. Et c'est une règle, on fait bien ce qu'on maîtrise le mieux. Et donc l'idée, voilà, c'est de bien maîtriser une stratégie, que voilà, les équipes soient bien formées, médicales, paramédicales, et voilà, ensuite évoluer progressivement dans ces stratégies de prise en charge. Mais pour pouvoir évoluer, il faut aussi avoir effectivement les machines à disposition qu'on a aujourd'hui, qui peuvent permettre de faire un peu tout, en invasif, en non invasif, puisque maintenant ces machines peuvent permettre de tout faire, y compris du haut débit. Donc c'est très intéressant, même si effectivement je conçois qu'utiliser une machine à 40 000 € pour faire du haut débit, ça peut poser question. Nous on ne le fait pas, on a des systèmes de haut débit, mais bon voilà. Donc moi je vais vous laisser. Il y a le professeur Simeoni qui est là, de Lausanne, qui va vous faire deux topos, Umberto. Un sur l'anémie, c'est ça, et d'accord. Voilà. Et puis, si vous voulez encore, Catherine va vous faire encore 5 minutes, et puis Umberto enchaînera derrière. Je vous remercie à nouveau pour votre accueil. Et puis, à l'année prochaine, j'espère, parce que c'est à Tanger, je crois. Ce sera avec plaisir. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez voir éventuellement sur le respirateur, sur les modes, les réglages, comment ils fonctionnent, comment identifier les respirations sur le respirateur? Vous aviez des questions? Non? Okay. Je pense donc les choses qui sont relativement importantes, c'est de regarder vos temps respiratoires, garder un œil sur les volumes courants qui sont délivrés aux patients, régler en fait, soyez vigilants puisque oui, avec vos changements de compliance et de résistance, vous pouvez avoir des volumes courants qui changent beaucoup et qui peuvent être trop importants à certains points. Quand vos compliances changent, peut-être qu'il faut changer les temps respiratoires aussi à ce moment-là, revoir vos courbes ventilatoires. Votre courbe ventilatoire en fait, de débit la plus importante pour vous, parce que le respirateur ne contrôle pas du tout le débit. Le débit reflète vraiment ce que vous avez au niveau pulmonaire, en fait, alors que votre respirateur va contrôler tout ce qui est pression. Donc la courbe de pression ne vous donne pas d'informations. Et c'est vraiment la courbe en fait, de débit qui va vous donner toutes les informations par rapport à cela.
Donc gardez un œil pour voir, en fait, vous voyez votre courbe de débit, si vous avez un problème de résistance qui change, si vous avez une compliance qui change, votre courbe ventilatoire va changer. Donc vous faites juste que votre temps expiratoire revienne sur zéro, en fait, votre débit revienne sur zéro. Et ce qui veut dire que vous avez donné le maximum de volume courant pour la pression que vous avez réglée. Si je augmente mon temps expiratoire, que le débit revient à zéro, bien, comme il n'y a pas de gaz qui va au patient, cela signifie que vous n'ajoutez pas de volume courant et vous n'avez aucun bénéfice d'avoir un long temps expiratoire, et vous risquez d'avoir un patient en fait, qui va expirer avant que la machine ne passe en expiration. Maintenant, si votre temps expiratoire est trop court et le débit ne revient pas à zéro, ben vous avez exposé votre patient à une certaine pression, mais en fait, vous n'avez pas attendu que cette pression augmente dans votre poumon. Vous n'avez pas assez donné de temps en fait pour que la pression augmente. Vous avez besoin d'un peu de temps. C'est comme un ballon en fait. Si vous mettez 15 de pression, vous soufflez 15 de pression, mais il va falloir un petit peu de temps pour arriver à 15 de pression dans votre ballon. C'est exactement la même chose en fait dans votre poumon. Donc évidemment, il va falloir plus de temps pour atteindre les 15. Si je souffle dans un ballon avec un petit tuyau. Si mes résistances sont augmentées, j'aurais besoin de plus de temps. Maintenant, si j'ai un poumon qui est pas compliant, comme un tout petit ballon par exemple, eh bien, je vais attendre les 15 de pression plus rapidement. Donc c'est pour ça que quand vous avez en fait un poumon qui est peu compliant, déjà on va aller sur des courants qui sont peut-être plus bas, parce que j'ai un petit poumon, donc je ne vais pas essayer de mettre un volume courant qui est plus important, puisque je risque de l'endommager. Et puis j'aurai besoin d'un temps moindre. En fait. Et tout ça, vous le verrez sur la courbe. C'est assez important pour vous de garder un œil. Alors bien sûr, on garde un œil sur le patient, mais aussi de garder un œil sur la courbe ventilatoire. À combien vous pouvez monter de fréquence si vous avez un CO2 ? Vous regardez sur expiratoire à ce moment-là, et vous devez vous assurer que votre patient a le temps d'expirer, puisque si vous gardez un volume courant à chaque fois dedans, c'est comme si vous faisiez ça. Et à la fin, vous ne pouvez plus pousser de volume courant, vous avez augmenté les pressions, vous pouvez avoir un impact sur la fonction cardiaque aussi de votre patient, et donc vous allez avoir le CO2 qui va augmenter à ce moment-là, et votre compliance va baisser en fait. Vos volumes courants vont baisser, vous allez avoir le CO2 qui augmente, vous allez avoir votre CO2 qui augmente à ce moment-là, et donc il faut régler votre respirateur pour laisser plus de temps à l'expiration pour votre patient quand on est en ventilation. Donc c'est des petites choses comme ça qui, juste en regardant un petit peu, peuvent vous aider en fait, vous guider un petit peu, parce que si vous voyez par exemple une désaturation chez votre patient, vous regardez votre patient, vous regardez s'il n'y a pas de sécrétion, mais en regardant les courbes ventilatoires, vous pouvez dire mais ici c'est plus un problème par exemple de résistance. Alors peut-être que j'ai ma sonde d'intubation à glisser un petit peu, que je suis sur la carène maintenant, ce genre de choses quoi. Ça va vous guider. Okay, ça va vous donner ce type d'informations. Voilà. Juste un petit peu, quelques petits trucs en fait pour augmenter. Est-ce que vous voulez voir après les modes ? Est-ce que vous avez des questions ? Si vous avez des questions, de toute façon, moi je suis là. Et puis vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez. Alors, je ne sais pas si vous avez aucune des questions. Sinon, je vais laisser ma place interlocuteur. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence.